J'étais une infirmière auxiliaire dévouée au Reich, et pendant des mois, la propagande m'avait martelé le même message terrifiant. Les soldats américains étaient des bêtes, des monstres sans âme qui déshonoraient des femmes avant de les achever d'une balle dans la nuque. Alors, quand la porte du camion s'est ouverte sur une pluie glaciale de mars 1945, je tremblais, mais pas seulement à cause du froid. Dans la poche de mon uniforme en lambeaux, je serrais un éclat de verre aiguisé, mon ultime recours, ma promesse de mourir avec mon honneur intact. On nous a poussés dehors, dans la boue. J'ai fermé les yeux, m'attendant à l'odeur de la violence, du sang et de la mort. Mais ce qui a frappé mes narines était si étrange, si complètement inattendu, que cela m'a terrifié bien plus que n'importe quelle menace. C'était une odeur presque oubliée, une odeur de civilisation, celle du savon désinfectant et du café chaud qui s'échappait d'une baraque voisine. Comment l'ennemi qu'on m'avait décrit comme un monstre sanguinaire a-t-il fini par être le seul à me sauver la vie? Et pourquoi ai-je mis si longtemps à voir la vérité? Avant que je vous raconte comment un objet aussi simple qu'une brosse à dents a pu détruire des années de lavage de cerveau et révéler le vrai visage de la guerre. N'oubliez pas de commenter ici de quel pays vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir que ces histoires ne sont pas oubliées. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où j'ai découvert que je me battais du mauvais côté. On nous a alignés sur le gravier. Nous n'étions plus des femmes, à peine des êtres humains. Nous étions des carcasses ambulantes, rongées par la faim, couvertes de poux, les yeux creux et le teint cireux de celles qui ont vu trop d'horreur. Nos uniformes, autrefois notre fierté, n'étaient plus que des haillons souillés de boue et de sang séché. En face de nous, les Américains. Ils étaient grands, incroyablement grands. Leurs uniformes étaient le propre, leurs joues pleines, leurs mouvements assurés. Ils mâchaient du chewing-gum, fumaient des cigarettes dont l'odeur de tabac blond semblait être un luxe d'un autre monde. Ils nous regardaient sans haine, avec une sorte de curiosité distante, presque administrative. C'était ce calme qui était le plus déroutant. La propagande nous avait préparés aux cris et aux coups, pas à ce silence méthodique et efficace. Un sergent s'est approché de notre groupe. C'était un colosse, pas gros, mais bâti comme un chêne, avec des épaules si larges qu'elles semblaient tendre les coutures de son uniforme impeccable. Son visage était dur, buriné par le vent et le soleil, et ses yeux bleus, clairs et froids, nous inspectaient une par une, comme un fermier évaluant du bétail. Il n'a pas crié. Sa voix, quand il a donné un ordre dans sa langue gutturale, était grave et posée. Il dégageait une aura de puissance tranquille, celle du vainqueur absolu, intouchable. Devant lui, j'ai senti mes épaules se voûter instinctivement, ma tête se baisser. La voix de notre officier politique résonnait dans mon crâne. Ne leur montrez jamais votre peur. La faiblesse les excite. Mais il était impossible de ne pas se sentir faible face à une telle démonstration de force et de bonne santé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Un oiseau affolé pris au piège. Chaque seconde qui passait, j'attendais le déclenchement de la violence. Un coup de crosse, une insulte, une humiliation. Publique. C'était ce qu'on nous avait promis, ce pourquoi nous nous étions préparés. Mais rien ne venait. Les gardes nous comptaient, notaient des choses sur des planchettes, nous dirigeaient vers une file d'attente avec des gestes impersonnels. La voix dans ma tête, celle de la doctrine, me chuchotait « C'est un piège. Ils jouent avec nous. Ils veulent briser notre esprit avant de briser nos corps. Reste sur tes gardes, Helga. » Cette attente, cette tension psychologique, était une torture, bien plus raffinée que la brutalité que j'avais anticipée. Le silence et l'ordre étaient plus terrifiants que le chaos et la haine. La faim était une douleur physique constante, une crampe qui me tordait les entrailles depuis des semaines. Je me souvenais de ma mère, avant la guerre, se plaignant d'avoir le ventre vide après avoir sauté un repas. Quelle ironie! Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ressenti la satiété. Le froid s'infiltrait à travers mes vêtements usés, me glaçant jusqu'aux os. Et par-dessus tout, il y avait la honte. La honte d'être en vie, alors que tant de braves garçons étaient morts sous mes yeux. La honte d'être capturé, d'être un échec pour la patrie. Cette honte était plus lourde à porter que mon sac d'infirmière. Face à ces Américains bien nourris, cette honte se transformait en une haine de moi-même. J'étais la défaite sale et famélique, et ils étaient l'abondance propre et victorieuse. Alors qu'on nous faisait avancer, l'une des filles, plus jeune, épuisée, a trébuché et est tombée à genoux dans la boue. J'ai retenu mon souffle, m'attendant au pire.
Un garde américain près d'elle l'aurait vu. Je m'attendais à un coup de pied, à un rire moqueur. Au lieu de cela, le jeune soldat, qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, s'est penché, l'a attrapée par le bras sans un mot et l'a remise sur pied. Il n'a pas souri. Son visage est resté neutre. Il a simplement fait ce geste, comme si c'était la chose la plus normale au monde, avant de retourner à son poste. La jeune infirmière l'a regardé, les yeux écarquillés par l'incompréhension. Ce simple acte de décence, si banal et pourtant si impossible dans notre vision du monde, a été la première fissure dans le mur de certitude que la propagande avait bâti autour de mon esprit. On nous a finalement conduites vers une longue baraque en bois. Au-dessus de la porte, une pancarte peinte en blanc indiquait « Delousing and Registration », époutillage et enregistrement. Pour nous, ces mots sonnaient comme une menace voilée. C'était sûrement là que l'horreur allait commencer, loin des regards. L'odeur de désinfectant, probablement du DDT, était devenue écrasante, une odeur chimique, stérile, qui me donnait la nausée. Ma main a glissé dans ma poche, et mes doigts se sont refermés sur le tranchant rassurant de l'éclat de verre. Ma résolution de mourir plutôt que d'être déshonoré était toujours là. Mais pour la première fois, une minuscule graine de doute avait été plantée. La porte de la baraque s'est ouverte, nous révélant une pièce vivement éclairée. Nous y sommes entrés, pas à pas, avançant vers un inconnu qui était bien plus terrifiant que la mort certaine que j'avais attendue. À l'intérieur de la baraque, la lumière crue des ampoules nues nous aveuglait. L'air était saturé de cette odeur chimique, mais il était aussi chaud. Une chaleur humide s'échappait d'une pièce voisine, accompagnée du bruit de l'eau qui coule. Des femmes soldats américaines, des WAC, nous attendaient. Leurs uniformes hétéropratiques, leurs visages impassibles. Elles ne nous insultaient pas, ne nous bousculaient pas. Elles nous indiquaient des bancs d'un geste de la main et nous donnaient des ordres dans un allemand approximatif mais clair. « Déshabillez-vous. » Tout. C'était le moment que je redoutais. Se mettre à nu devant l'ennemi. Mon corps entier s'est raidi. La voix de la propagande hurlait dans ma tête. C'est maintenant que ça commence. Ne leur donne pas cette satisfaction. Ma main a serré l'éclat de verre dans ma poche, mon doigt frôlant le bord tranchant. Nous nous sommes déshabillés en silence, dans une atmosphère de honte collective. Nos corps décharnés, couverts de crasses et de piqûres d'insectes, étaient une carte de nos souffrances. Je n'osais pas lever les yeux, certaine de voir le dégoût ou la moquerie sur les visages de ces Américaines robustes et bien nourries. Mais quand j'ai finalement risqué un regard, je n'ai vu ni l'un ni l'autre. J'ai vu une sorte de pitié professionnelle, distante. L'une des gardes a pris nos uniformes en lambeaux avec des pinces et les a jetés dans un grand bac destiné à être brûlé. Elle l'a fait sans un mot, comme si elle accomplissait une tâche ménagère. Cette absence de cruauté était déstabilisante. La haine est une chose à laquelle on peut s'opposer. Mais comment se battre contre l'indifférence organisée et l'efficacité sanitaire? C'était une forme de pouvoir que je ne comprenais pas. On nous a ensuite poussés vers les douches. Je m'attendais à de l'eau glacée, une autre forme d'humiliation pour nous rappeler notre statut. J'ai fermé les yeux en tournant le robinet, me préparant au choc thermique. Mais l'eau qui a jailli était chaude. Incroyablement, divinement chaude. Pendant une seconde, mon cerveau a refusé de comprendre. C'était une sensation que j'avais presque oubliée, un luxe d'un autre temps, d'une autre vie. L'eau chaude ruisselait sur ma peau, lavant des mois de saleté, de sueur et de peur. J'ai senti mes muscles, noués par une tension permanente, se détendre pour la première fois depuis une éternité. J'aurais voulu pleurer, mais les larmes ne venaient pas. C'était trop. Mon instinct de survie me disait de profiter de ce moment, mais mon esprit endoctriné me criait que c'était un piège, une ruse pour nous affaiblir. On nous a donné du savon. Un bloc rectangulaire, jaune et rêche, qui sentait fort le produit chimique, mais c'était du savon. Il moussait. Je me suis frotté la peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, essayant d'effacer non seulement la crasse, mais aussi la honte, le souvenir des regards des soldats morts, l'odeur de la gangrène. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais presque propre, presque humaine. En sortant des douches, une WAC nous a tendu à chacune une serviette épaisse et rêche. Pas un chiffon, une vraie serviette. Le simple contact du tissu sec contre ma peau était un plaisir si intense qu'il en était presque douloureux. C'était dans ces petits détails que résidait le véritable choc culturel. Ce qui était pour eux une procédure standard était pour nous une résurrection sensorielle, une confrontation brutale avec tout ce que nous avions perdu. Après les douches, nous avons passé une inspection médicale. Le médecin était un homme grand,
la quarantaine, avec des lunettes cerclées de métal et des yeux fatigués qui semblaient avoir tout vu. Il portait une blouse blanche impeccable par-dessus son uniforme. Il incarnait l'autorité calme et la compétence. Il sentait le café et le tabac américain, des odeurs de vainqueur. Quand mon tour est venu, il a examiné une coupure infectée sur mon bras sans un mot. Ses mains étaient grandes et propres, ses gestes précis et impersonnels. J'ai tressailli quand il a touché ma peau, m'attendant à de la brutalité. Mais son contact était délicat, purement professionnel. Il a nettoyé la plaie avec un antiseptique qui piquait et a appliqué un pansement propre. Tout, cela sans me regarder dans les yeux, comme si je n'étais qu'un problème médical à résoudre. Cette impersonnalité était à la fois une bénédiction et une source de confusion. Il ne me traitait pas comme un monstre, mais pas non plus comme une personne. J'étais un objet à réparer, conformément à un protocole. Il suivait les règles de la Convention de Genève. Je le savais. Mais la propagande nous avait dit que ces règles n'étaient qu'un bout de papier pour les Alliés. Pourtant, ici, dans cette baraque chauffée, au milieu de la France, ces règles étaient appliquées avec une rigueur bureaucratique. La voix dans ma tête s'est faite plus faible, plus incertaine. Pourquoi prendrait-il la peine de soigner une blessure s'il compte nous exécuter demain? Pour la première fois, la logique de la haine commençait à se fissurer, laissant place à une angoisse d'un genre nouveau, l'incertitude. Une fois l'inspection terminée, on nous a donné des vêtements. Pas nos uniformes, bien sûr, mais des robes de prisonniers en toile grossière et des sous-vêtements en coton. Ils étaient laids, informes, mais ils étaient propres, chauds et ne grouillaient pas de vermine. Enfiler ces vêtements propres sur une peau propre était une autre étape de cette transformation déroutante. Je me sentais dépouillé de mon identité de soldat du Reich, mais en retour, je récupérais une dignité humaine fondamentale que j'avais oubliée. Je n'étais plus Helga, l'infirmière de la Wehrmacht. J'étais la prisonnière numéro 734. C'était une dégradation, mais d'une manière étrange et tordue. Cela ressemblait aussi à un soulagement. La responsabilité écrasante de représenter une cause perdue m'avait été enlevée. C'est alors que le moment le plus étrange de tous est arrivé. Une jeune ouac est passée devant nous avec une caisse en carton. Elle s'est arrêtée devant chacune d'entre nous et nous a tendu un petit pactage personnel. Je l'ai pris avec méfiance. Il était léger. À l'intérieur, enveloppé, dans du papier ciré, se trouvait un peigne en plastique noir, un nouveau morceau de savon et un objet que je n'avais pas tenu dans mes mains depuis plus d'1 an. Une brosse à dents neuve, avec des poils en nylon blanc, encore scellée dans un emballage en cellophane. J'ai regardé l'objet, stupéfaite. C'était un trésor d'un autre monde. Un symbole de normalité, de vie civile, de dignité personnelle. Un objet si simple, si trivial, et pourtant si profondément impossible. Les autres femmes étaient tout aussi abasourdies. Nous nous regardions, tenant nos brosses à dents comme des reliques sacrées. Une infirmière plus âgée, nommée Ingrid, qui parlait un peu anglais, s'est approchée timidement d'une garde. Sa voix était un murmure tremblant. « S'il vous plaît, pour combien de temps? Quand devons-nous les rendre ?» La garde américaine a froncé les sourcils, manifestement perplexe. Elle a semblé chercher ses mots, ne comprenant pas le sens de la question. Elle a finalement secoué la tête, un petit sourire confus sur les lèvres. « Les rendre? Non, c'est à vous. C'est personnel. Pour vous. » Elle a répété le mot « personnel » en le détachant bien, comme pour s'assurer que nous comprenions ce concept apparemment étranger. Un silence total est tombé sur la pièce. Le mot « personnel » a résonné dans nos têtes. L'idée de posséder quelque chose, n'importe quoi, après avoir été dépouillé de tout, était un choc sismique. C'était plus puissant que l'eau chaude, plus réconfortant que le pansement sur mon bras. C'était la reconnaissance que nous étions encore des individus, pas seulement un troupeau de prisonnières. C'est là que j'ai murmuré, à peine audible, la question qui résumait toute notre incrédulité, toute notre confusion. Wirklich? Dürfen wir sie behalten? Vraiment? On peut les garder? C'était une question d'enfant, pleine d'un espoir si fragile qu'il faisait mal. L'idée que l'ennemi, le monstre de la propagande, nous accorderait une telle marque de dignité était tout simplement inconcevable. La réponse de la garde n'était qu'un simple hochement de tête, mais ce geste a brisé quelque chose en moi. Les larmes que je n'avais pas pu verser sous la douche ont jailli, silencieuses et brûlantes. Je n'étais pas la seule. Autour de moi, des femmes se sont mises à pleurer doucement, le visage caché dans leurs mains, serrant leurs brosses à dents comme un talisman. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse.
C'étaient des larmes d'une émotion si complexe que je ne pouvais pas la nommer. Un mélange de soulagement écrasant, de gratitude honteuse et d'une confusion si profonde qu'elle en était vertigineuse. Chaque mensonge qu'on nous avait raconté, chaque image de l'Américain barbare, s'effondrait face à cet objet en plastique et en nylon. Dans ce camp, entouré de barbelés et de gardes armés, je me sentais paradoxalement plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois sur le front, au sein de ma propre armée. Là-bas, la mort était une certitude constante, la faim une compagne de tous les instants, et la dignité un luxe oublié. Ici, l'ennemi nous nourrissait, nous soignait et nous donnait des brosses à dents. La voix de la doctrine dans ma tête était maintenant à peine un murmure. Elle essayait de se battre, de trouver une explication tordue. C'est pour mieux nous interroger. C'est pour nous humilier avec leur richesse. Mais mon corps, lui, ne mentait pas. Il savourait la chaleur, la propreté, l'absence de douleur. Et pour la première fois, mon instinct de survie commençait à croire que, peut-être, la mort n'était pas la seule issue possible. Je me suis assise sur le banc, le bois rugueux sous mes doigts, et j'ai regardé la brosse à dents dans ma paume. C'était plus qu'un simple objet. C'était une preuve. La preuve tangible que le monde n'était pas aussi simple que ce qu'on avait voulu nous faire croire. C'était le début de la fin de ma guerre. Pas la guerre des nations, des bombes et des armées, mais ma guerre intérieure, celle qui se livrait entre la loyauté aveugle et la vérité qui commençait à poindre. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. L'ennemi avait un visage, et ce visage n'était pas celui d'un monstre. C'était celui d'une jeune femme perplexe qui ne comprenait pas pourquoi un objet aussi simple pouvait faire pleurer un groupe de prisonnières aguerries. Les jours qui ont suivi se sont installés dans une routine déconcertante. Le choc initial s'était estompé, remplacé par une monotonie étrange, presque paisible. Chaque matin, nous étions réveillés avant l'aube, non pas par des explosions ou des cris, mais par le son régulier d'une cloche. Nous recevions nos rations, qui consistaient en du pain dense, du café, et une sorte de ragoût qui, bien que fade, était chaud et nourrissant. Mon corps, affamé depuis si longtemps, a commencé à se souvenir de ce que c'était que d'être rassasié. C'était une sensation à la fois merveilleuse et profondément coupable. Pendant que ma famine en Allemagne survivait probablement avec des rations de misère, je mangeais à ma faim, nourri par la main de l'ennemi. Cette pensée était un poison qui s'infiltrait dans chaque bouchée, transformant la nourriture en cendres dans ma bouche. La brosse à dents était devenue mon rituel secret, un acte de défi silencieux contre le chaos qui avait consumé ma vie. Chaque matin, dans le froid glacial du lavabo commun, je me brossais les dents. Ce simple geste était une ancre, un rappel que sous l'uniforme de prisonnière, j'étais encore une personne, un individu avec une dignité propre. Mais c'était aussi une source de conflit intérieur. En acceptant ces petits luxes, en appréciant la propreté et la satiété, ne trahissais-je pas tout ce pourquoi j'avais combattu? La voix de la doctrine, bien qu'affaiblie, me murmurait encore des accusations. Elle me disait que j'étais faible, que je me laissais amadouer par les miettes de confort que l'ennemi me jetait pour mieux me briser. Je me débattais avec cette culpabilité, prise entre la gratitude instinctive de mon corps et la loyauté empoisonnée de mon esprit. Quelques semaines après notre arrivée, on nous a annoncé que la Croix-Rouge avait réussi à acheminer du courrier. L'attente fut une torture. Quand mon nom a finalement été appelé, j'ai pris la lettre avec des mains tremblantes. Elle venait de ma mère. Ces mots étaient un mélange d'amour et de propagande féroce. Elle me racontait les bombardements sur notre ville, la faim qui rongeait le front domestique, et la foi inébranlable du peuple en la victoire finale. Elle me disait de rester forte, de ne jamais oublier mon devoir envers la patrie et de mépriser nos ennemis barbares. Chaque ligne était un coup de poignard. Elle vivait dans l'enfer que j'avais quitté, croyant encore aux mensonges qui commençaient à s'effriter dans mon esprit. En lisant sa lettre, assis sur mon lit de camp, je me suis senti comme la pire des traîtresses, non pas pour avoir été capturée, mais pour avoir commencé à douter. C'est dans cet état de confusion et de honte que le sergent est réapparu dans ma vie. C'était le même colosse qui nous avait accueillis le premier jour, celui dont la présence imposante m'avait terrifié. Il était responsable de la discipline dans notre section du camp. Je le voyais souvent faire sa ronde, marchant d'un pas lourd et mesuré, son regard balayant tout sans s'arrêter sur personne en particulier. Sa présence suffisait à faire taire les conversations, à nous faire baisser les yeux. Il incarnait l'autorité du vainqueur, une force tranquille et inébranlable. Pour moi,
Il était le visage de l'ennemi, l'incarnation de tout ce que je devais haïr. Je l'évitais autant que possible, mon cœur s'accélérant chaque fois que son ombre passait près de moi. Un après-midi, alors que j'étais assise seule sur un banc à l'extérieur de la baraque, essayant de trouver un peu de chaleur dans le pâle soleil de printemps, il s'est approché. J'ai immédiatement senti mon corps se tendre, prête pour une réprimande ou un ordre. Mais il s'est simplement arrêté à quelques pas de moi, les mains derrière le dos. Il est resté silencieux pendant un long moment, regardant au loin. Puis, sans me regarder, il a parlé. Sa voix était grave, et il parlait un allemand étonnamment correct, bien qu'avec un fort accent américain. On m'a dit que vous étiez infirmière. Sur le front de l'Est? La question était si directe, si normale, que j'ai mis plusieurs secondes à réagir. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Mon esprit était en alerte maximale, cherchant le piège, la ruse cachée derrière cette conversation inattendue. Il a tourné son regard vers moi. Ses yeux bleus n'étaient pas froids comme je m'en souvenais, mais fatigués, peut-être même un peu tristes. « C'était dur là-bas », a-t-il dit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il a ensuite fait quelque chose qui a court-circuité mon cerveau. Il a fouillé dans la grande poche de sa veste et en a sorti une barre de chocolat, enveloppée dans un papier rouge et argenté. Une barre Hershey's. Pour nous, c'était un mythe. Un trésor dont parlèrent les soldats qui avaient pillé les parachutages américains. Il me l'a tendu, tout simplement. « Tenez, vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi. » Je suis resté figé, le regard fixé sur l'objet, incapable de bouger. La propagande hurlait dans ma tête. « C'est du poison, c'est un test, ne le prenez pas !» Mes mains tremblaient. Accepter ce cadeau, c'était accepter une connexion, une forme de gentillesse qui allait à l'encontre de toutes les règles de la guerre telles que je les avais apprises. C'était une reddition bien plus profonde que celle sur le champ de bataille. Mais mon corps, lui, criait famine. L'odeur sucrée du cacao flottait jusqu'à mes narines, une promesse de plaisir si intense qu'elle en était presque insupportable. Lentement, comme si je désamorçais une bombe, j'ai tendu la main et j'ai pris la barre de chocolat. Mes doigts ont effleuré les siens. Son contact n'était pas brutal, juste la chaleur d'une autre peau humaine. J'ai murmuré un « danke » à peine audible, la gorge nouée par une émotion que je ne pouvais pas identifier. C'était un mélange de gratitude, de honte et de peur. Je l'ai déballé avec une précaution religieuse. Le bruit du papier d'aluminium qui se froisse semblait assourdissant dans le silence du camp. J'ai rompu un petit carré et l'ai porté à mes lèvres. La première sensation a été un choc. Le sucre était si intense qu'il m'a presque brûlé la langue, habitué depuis des mois à la fadeur du pain de seigle et des soupes de rutabaga. Puis la saveur riche et amère du chocolat a fondu sur ma langue. Une vague de plaisir pur et presque douloureux. C'était le goût de la paix, le goût d'un monde que je pensais avoir perdu à jamais. C'était le goût de l'humanité. En cet instant, avec ce simple morceau de chocolat, le sergent américain n'était plus mon ennemi. Il était juste un homme qui m'avait offert quelque chose de bon. Il n'est pas parti. Il est resté là, me regardant manger avec une expression étrange sur son visage. Un mélange de pitié et de satisfaction. Puis il a sorti un portefeuille usé de sa poche arrière. Il l'a ouvert et m'a montré une photo en noir et blanc, un peu cornée. On y voyait une femme souriante et deux jeunes enfants, une fille et un garçon, posant devant une petite maison en bois avec une clôture blanche. « Ma famille », a-t-il dit doucement. « Ma fille, Sarah, elle adore le chocolat. Elle pourrait en manger toute la journée. » Il a souri, un vrai sourire qui a illuminé son visage fatigué. Et dans ce sourire, j'ai vu non pas un soldat, un vainqueur, un Américain, mais un père qui pensait à sa fille à des milliers de kilomètres de là. En regardant cette photo, le dernier mur à l'intérieur de moi s'est effondré. Mon propre père, mes frères, ils étaient aussi des soldats. Eux aussi avaient des photos de nous dans leur portefeuille. Eux aussi aimaient leur famille plus que tout au monde. La vérité m'a frappé avec la force d'une explosion. Ces hommes n'étaient pas des monstres. C'étaient des pères, des maris, des fils, tout comme les nôtres. On nous avait menti. On nous avait menti sur tout. La haine que l'on m'avait injectée pendant des années s'est évaporée, remplacée par une honte si profonde, si brûlante, qu'elle me donnait la nausée. J'avais haï cet homme et ses semblables. Je leur avais souhaité la mort, sans jamais réaliser qu'ils étaient exactement comme nous. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, silencieusement. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de confusion.
C'étaient des larmes de clarté, des larmes de deuil pour l'innocence perdue, et pour la haine que j'avais si stupidement entretenue. J'ai pleuré pour les mensonges que j'avais crus, pour les vies détruites des deux côtés à cause de ces mensonges. Le sergent a semblé mal à l'aise. Il a rangé son portefeuille, m'a tapoté maladroitement l'épaule et a dit « Ça va aller, la guerre est bientôt finie ». Puis il s'est retourné et s'est éloigné, me laissant seul sur le banc avec ma barre de chocolat à moitié mangée et les ruines de mon ancien monde. Je suis restée assise là pendant longtemps, regardant le soleil descendre sur l'horizon, serrant le chocolat dans ma main. Ce n'était plus seulement de la nourriture. C'était une preuve, un symbole. La preuve que l'humanité pouvait exister même au milieu de la haine la plus absolue. La preuve que la gentillesse pouvait être une arme plus puissante que n'importe quel fusil. Ce jour-là, dans ce camp de prisonniers en France, ma guerre personnelle a pris fin. J'ai compris que le véritable ennemi n'avait jamais été l'homme en uniforme étranger. Le véritable ennemi était l'idéologie qui nous avait convaincus que nous étions différents, que notre humanité n'était pas la même. Cette prise de conscience n'a pas été facile. Elle était douloureuse, car elle m'obligeait à remettre en question tout ce en quoi j'avais cru, tout ce pourquoi j'avais sacrifié ma jeunesse. J'ai ressenti une immense culpabilité envers mes camarades morts, envers ma famille, qui souffrait encore sous le joug de cette idéologie mortifère. Mais au milieu de cette douleur, il y avait aussi une lueur de libération. Je n'étais plus aveugle. Je pouvais voir les hommes pour ce qu'ils étaient, au-delà des uniformes et des drapeaux. Et cette vérité, bien que terrible, était la seule chose sur laquelle je pouvais espérer reconstruire ma vie. Le soir, dans la baraque, j'ai partagé le reste du chocolat avec Ingrid et quelques autres femmes. Je ne leur ai pas raconté l'histoire de la photo. C'était trop personnel, trop fragile. Je leur ai simplement dit qu'un garde me l'avait donné. Elles l'ont accepté avec des yeux écarquillés, le savourant en petits morceaux, comme s'il s'agissait d'un sacrement. En les regardant, j'ai vu le même doute, la même confusion dans leurs yeux. Je n'étais pas seul. Le chocolat, le savon, les brosses à dents. Ces petits actes de décence étaient comme des gouttes d'eau qui érodaient lentement mais sûrement la montagne de haine qu'on avait érigée en nous. La guerre des nations faisait encore rage, mais dans nos cœurs, une autre bataille, celle de l'humanisation, était en train d'être gagnée. Le chocolat avait été un commencement, mais aussi une fin, la fin d'une haine, aveugle et le début d'une culpabilité insidieuse. La routine du camp, qui m'avait d'abord semblé un havre de paix, se transforma lentement en une prison dorée. Chaque repas chaud, chaque nuit de sommeil ininterrompu, chaque matin où je me brossais les dents avec ma brosse personnelle, était une trahison. Une trahison envers ma mère, qui m'écrivait que les rations de pain à Hambourg étaient réduites à presque rien. Une trahison envers mes frères, qui se battaient encore sur un front qui s'effondrait, mangeant probablement de l'écorce d'arbre pour survivre. La nourriture qui me redonnait des forces empoisonnait mon âme. Je mangeais en cachette, rapidement, comme si je volais ce pain à ma propre famille. La satiété était devenue une douleur morale, une honte physique que je sentais peser dans mon estomac. Cette paix fragile fut brisée par l'arrivée d'un nouveau convoi de prisonnières. Elles venaient directement de la bataille de la Ruhr, et elles étaient dans un état bien pire que le nôtre à notre arrivée. Elles étaient des squelettes aux yeux fous, couvertes de plaies infectées, le regard hanté par l'horreur pure. En les voyant, j'ai vu mon propre reflet, celui que j'étais quelques semaines auparavant. Mais maintenant, en les regardant avec mes joues un peu plus pleines et mes vêtements propres, je me sentais comme une étrangère, une observatrice privilégiée de leur souffrance. Elles nous regardaient avec un mélange de méfiance et d'envie. Pour elles, nous étions déjà des collaboratrices, des femmes qui avaient accepté leur sort avec trop de facilité. Le camp s'est divisé en deux, celles qui étaient là depuis assez longtemps pour douter, et celles qui étaient encore pleines de la haine pure et désespérée du front. Parmi les nouvelles arrivantes se trouvait une femme nommée Gisela. Elle était la veuve d'un officier de la Waffen-SS, et son fanatisme était une flamme noire qui refusait de s'éteindre. Elle était grande, maigre, avec des yeux d'un bleu glacial qui semblait vous juger en permanence. Elle refusait de parler aux gardes, crachait par terre quand le sergent passait, et nous regardait, nous les anciennes, avec un mépris absolu. Un soir, au réfectoire, alors que je mangeais mon ragoût, elle s'est assise en face de moi. Elle n'a pas touché à sa nourriture. Elle m'a juste fixé et a dit d'une voix basse et sifflante, assez fort pour que les autres entendent, « Vous mangez bien, vous engraissez comme des porcs pour l'abattoir. Pensez-vous que cette nourriture est gratuite ?»
Chaque bouchée que vous avalez est payée avec le sang de nos soldats. Vous êtes une traîtresse, Helga. Une faible. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ils étaient le miroir exact de la voix de la propagande qui chuchotait dans ma tête. La culpabilité que je ressentais est devenue une honte publique. Plusieurs femmes ont baissé les yeux, mal à l'aise. D'autres, parmi les plus récentes, ont hoché la tête en signe d'approbation. Gisela était devenue leur chef, leur conscience idéologique. Elle organisait des séances de prière pour le Führer, nous rappelant notre serment, nous disant que la mort était préférable au déshonneur d'accepter la pitié de l'ennemi. Elle parlait de nos familles en Allemagne, affamées et bombardées, et nous accusait de les avoir oubliées pour un bol de soupe chaude et un lit sec. Elle était la personnification de tout ce que j'essayais de fuir, la gardienne de la prison mentale dont je commençais à peine à m'échapper. Je me suis mise à l'éviter, mais son influence était partout. L'atmosphère dans la baraque est devenue tendue, lourde de suspicion. Les femmes se parlaient à voix basse. Celles qui acceptaient un supplément de nourriture ou un médicament d'un garde étaient regardées de travers. Gisela avait réussi à recréer une version miniature du front à l'intérieur même des barbelés. Un front où la loyauté se mesurait à la souffrance que l'on s'infligeait. J'ai recommencé à mal dormir, hanté par des cauchemars où ma mère me regardait avec les yeux accusateurs de Gisela, me demandant pourquoi je l'avais abandonnée. La gentillesse des Américains, qui m'avait semblé si libératrice, commençait à ressembler à une manipulation diabolique. Une arme conçue pour nous diviser et nous briser de l'intérieur. Un jour, une lettre de mon père est arrivée, la première depuis des mois. Elle avait été écrite avant sa dernière affectation sur le front de l'Est. Le papier était fin, presque transparent, et son écriture était nerveuse. Il ne parlait pas de la guerre, seulement de souvenirs d'enfance, de nos promenades en forêt, de la tarte aux pommes de ma mère. Il terminait par une phrase qui m'a glacé. « Quoi qu'il arrive, reste fidèle à ce que tu es, ma petite Helga. Ne laisse personne te voler ton âme. » En lisant ces mots, j'ai éclaté en sanglots. Quelle âme me restait-il? Celle qui avait été façonnée par le Reich, ou celle qui était en train de naître dans ce camp, nourrie par la compassion de l'ennemi? J'étais écartelé entre la loyauté envers le père que j'aimais et la gratitude envers les hommes qu'il considérait comme des monstres. Le sergent a dû remarquer la tension qui régnait dans notre baraque. Il était plus présent, ses rondes plus fréquentes. Il ne disait rien, mais il observait. Un après-midi, Gisela a commencé à harceler une jeune infirmière qui avait accepté une cigarette d'un garde. Elle l'a traitée de prostituée, de honte pour la femme allemande. Sergent est arrivé à ce moment-là. Il n'a pas élevé la voix. Il s'est simplement planté devant Gisela, sa masse imposante faisant de l'ombre sur elle. Il l'a regardée droit dans les yeux et a dit en allemand, d'une voix calme mais dure comme l'acier. « Ici, c'est moi qui donne les ordres. Laissez-la tranquille. » Gisela a soutenu son regard pendant une seconde, puis a détourné les yeux, vaincu. Il n'avait pas eu besoin de la menacer ou de la punir. Son autorité morale, celle d'un homme juste, avait suffi. Cet incident a été un autre tournant. Il a montré à beaucoup d'entre nous que l'autorité du sergent n'était pas basée sur la cruauté, mais sur un sens de l'ordre et de la décence. Il nous protégeait non seulement du monde extérieur, mais aussi de nous-mêmes, de notre propre fanatisme destructeur. Après cet événement, l'emprise de Gisela sur le groupe a commencé à faiblir. Les femmes ont recommencé à me parler, à partager leurs peurs et leurs doutes. Nous avons formé une petite communauté silencieuse, unie non pas par l'idéologie, mais par une expérience partagée de confusion et de survie. Nous étions des naufragés sur un radeau, prises entre le monstre du passé et un futur terrifiant et inconnu. Puis, les rumeurs ont commencé à enfler, portées par le vent, chuchotées par les gardes entre eux. Des mots comme « Elbe »,« Berlin »,« capitulation ». On sentait que la fin était proche. Ce n'était pas la vague de joie que j'aurais imaginée. C'était une angoisse sourde, une peur palpable. La fin de la guerre ne signifiait pas la liberté. Elle signifiait le retour vers un pays en ruine, une Heimat qui n'existait probablement plus, le retour vers des familles qui nous jugeraient, qui ne comprendraient jamais ce que nous avions vécu ici. Comment leur expliquer que notre ennemi nous avait traités avec plus d'humanité que nos propres compatriotes fanatisés? La culpabilité de survivre est devenue encore plus aiguë. Je n'avais pas seulement survécu à la guerre, j'avais survécu dans un confort relatif. J'avais repris du poids, mes cheveux avaient repoussé, mes plaies étaient guéries. J'avais peur de revoir ma mère. J'avais peur qu'elle voie en moi non pas sa fille qui avait souffert, mais une femme bien nourrie qui avait pactisé avec l'ennemi.
Cette peur était plus grande que la peur des bombes ou des interrogatoires. C'était la peur d'être rejeté par les siens, de devenir une paria dans mon propre pays. La loyauté était une chose simple quand l'ennemi était un monstre sans visage. Mais maintenant que l'ennemi avait le visage fatigué d'un père de famille, et que mon propre peuple était représenté par la haine de Gisela, la loyauté était devenue un labyrinthe sans issue. Un soir, le sergent est venu nous voir dans la baraque. Il nous a rassemblés et nous a annoncé la nouvelle officiellement. La guerre en Europe est terminée, a-t-il dit simplement. Un silence de mort a accueilli ces paroles. Personne n'a applaudi, personne n'a pleuré de joie. Nous sommes restés immobiles, absorbant l'énormité de cette déclaration. C'était fini. Tout ce pourquoi nous avions combattu, souffert et cru était anéanti. Nous n'étions plus des soldats d'une grande nation, mais les restes d'un empire vaincu. Nous étions libres, mais libres de faire quoi? De retourner où? Le soulagement était mêlé à un sentiment de vide abyssal. Je suis sorti de la baraque et j'ai regardé le ciel nocturne. Pour la première fois depuis des années, il était complètement noir, sans la lueur lointaine des incendies ou le passage des bombardiers. Il était silencieux, un silence si profond, si total, qu'il en était assourdissant. Ce silence était la paix. Mais pour moi, il sonnait comme le début d'une autre guerre. Une guerre plus silencieuse, et peut-être plus difficile encore. Celle de la reconstruction. Non pas des villes, mais des âmes. Mon âme était en ruine, tout comme mon pays. Je ne savais pas par où commencer pour la rebâtir. Je me sentais piégé entre deux mondes. D'un côté, il y avait le monde de la gratitude. Une gratitude profonde et sincère envers ces hommes qui m'avaient sauvé de moi-même, qui m'avaient montré qu'une autre voie était possible. Je leur devais ma vie et ma santé mentale. De l'autre côté, il y avait le monde de la loyauté. Une loyauté envers ma patrie en ruine, envers ma famille qui avait tout perdu, envers les millions de morts qui ne rentreraient jamais. Comment concilier ces deux sentiments contradictoires? Comment être reconnaissante envers les vainqueurs sans trahir les vaincus? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tenu ma brosse à dents dans ma main, le plastique lisse et froid contre ma paume. Cet objet, qui avait été le symbole de ma dignité retrouvée, était maintenant devenu le symbole de mon dilemme. Il représentait tout ce que les Américains m'avaient donné, et tout ce qui me séparait désormais de mon propre peuple. La guerre était peut-être finie pour le monde, mais la mienne ne faisait que commencer. J'étais vivante, j'étais bien nourrie, et j'avais plus peur que jamais. Peur de rentrer à la maison, peur de ce que j'allais y trouver, et peur de la personne que j'étais devenue. Les derniers jours d'avril 1945 furent les plus étranges de toute ma vie. Une attente fiévreuse s'était emparée du camp, une tension qui n'était plus de la peur, mais une angoisse pure face à l'inconnu. Les gardes américains étaient devenus plus loquaces entre eux, et même si nous ne comprenions pas leurs mots, le ton de leur voix avait changé. Il y avait moins de rigueur militaire, et plus d'une sorte de lassitude impatiente. La guerre se terminait, nous le sentions dans l'air, dans le silence des nuits sans bombardier, dans la façon dont le soleil semblait briller différemment sur les barbelés. Notre petite bulle de calme irréel, notre routine de survie, était sur le point d'éclater, et personne ne savait ce qui allait en sortir. L'incertitude était un poison plus lent, mais tout, aussi mortel que le fanatisme qui nous avait consumés. Puis le jour est arrivé. Le 8 mai. Le sergent, celui qui m'avait offert le chocolat, a rassemblé toutes les prisonnières dans la cour principale. Son visage, habituellement si stoïque, était grave, presque solennel. Il se tenait droit devant nous, les mains derrière le dos, et a attendu que le silence se fasse. Il n'a pas eu à attendre longtemps. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Puis, dans son allemand lent et mesuré, il a prononcé les mots qui allaient faire basculer notre monde pour de bon. À compter d'aujourd'hui, la guerre en Europe est terminée. Le Reich allemand a capitulé, sans condition. Un silence de cathédrale a suivi son annonce. Pas un cri, pas une larme, pas un soupir. Juste le poids écrasant de la défaite finale. Une vérité si énorme qu'elle absorbait tout le son, toute l'émotion, nous laissant vides et assommés. C'est Gisela qui a brisé le silence. La veuve de l'officier SS, le spectre de notre fanatisme passé, s'est avancée d'un pas. Son visage était déformé par une rage pure. « Trahison !» a-t-elle hurlé, sa voix rauque de désespoir. « Les généraux nous ont poignardés dans le dos. Nos soldats sont morts pour rien. La victoire était à portée de main. » Elle s'est tournée vers nous, les yeux flamboyants, essayant de rallumer une flamme qui n'était plus que cendre. « Ne croyez pas leurs mensonges. Le combat continue.
La mort est préférable à ce déshonneur. Mais ces mots se sont heurtés à un mur de visages épuisés. Personne n'a bougé. Son idéologie sonnait creux, face à la réalité de nos estomacs pleins et de nos corps soignés. Elle était seule, une prophétesse d'un Dieu mort. Le sergent n'a pas réagi avec colère. Il a simplement regardé Gisela avec une sorte de pitié lasse. Il n'a pas ordonné qu'on la fasse taire. Il n'a pas crié. Il a laissé son hystérie s'épuiser d'elle-même dans le vide de notre apathie. Quand elle s'est finalement tue, à bout de souffle, il a repris la parole, sa voix toujours aussi calme, mais portant une autorité nouvelle, celle de la vérité historique. « La guerre est finie », a-t-il répété, non pas comme un vainqueur, mais comme un médecin annonçant un diagnostic. Vos chefs vous ont menti et vous ont abandonné. Maintenant, votre seule préoccupation doit être de survivre et de reconstruire. C'est tout. Ce simple mot, reconstruire, était à la fois une promesse et une condamnation. Il reconnaissait notre avenir, mais aussi l'ampleur de notre destruction. Le lendemain, la preuve la plus dévastatrice de ce mensonge est arrivée sous nos yeux. Des dizaines de camions militaires américains ont commencé à affluer vers le camp. Mais ils n'amenaient pas de nouveaux prisonniers. Ils apportaient des provisions, des montagnes de provisions. Je suis resté figé près de la clôture, incapable de détacher mon regard. Des soldats déchargeaient des caisses de viande en conserve, des sacs de farine blanche, des cartons de café, de cigarettes, de chocolat, des boîtes de lait en poudre, des piles de couvertures en laine. Il y avait des fûts de carburant, des pneus neufs, des caisses de médicaments remplies de pénicilline et de bandages stériles. C'était une démonstration de puissance logistique si écrasante, si obscène dans son abondance, qu'elle était plus intimidante que n'importe quelle armée. C'est là que la vérité m'a frappé, non pas comme un éclair, mais comme une lente et inexorable marée qui submergeait les dernières digues de mon ancienne foi. Cette abondance n'était pas apparue le jour de la victoire. Elle existait depuis des mois, des années, pendant que nous rations chaque croûte de pain moisi, que nos chirurgiens opéraient sans anesthésie, que nos soldats gelaient dans des uniformes d'été en plein hiver russe. L'ennemi possédait cela. Il ne nous avait pas vaincus sur le champ de bataille. Il nous avait écrasés sous le poids de leur industrie, de leur organisation, de leur richesse. La guerre n'était pas une lutte héroïque. C'était un suicide organisé par des chefs qui savaient que la défaite était inévitable, mais qui ont préféré sacrifier des millions de vies plutôt que d'admettre leur échec. La rage qui a monté en moi était froide et lucide. Ce n'était pas une rage contre les Américains. C'était une rage contre mes propres dirigeants. Ils nous avaient menti, pas seulement sur la nature de l'ennemi, mais sur nos propres forces, sur nos chances, sur le sens, même de notre sacrifice. Ils nous avaient envoyés mourir de faim et de froid pour une cause qui était déjà perdue, pour défendre un mensonge. Chaque discours enflammé de Goebbels, chaque promesse de victoire finale, chaque appel à la résistance jusqu'au dernier homme m'est revenu en mémoire. Mais cette fois, il sonnait comme une fraude grotesque, une insulte à la mémoire de tous ceux qui y avaient cru et qui en étaient morts. J'ai senti une nausée amère me monter à la gorge. J'avais été une idiote. Nous avions toutes été des idiotes. Alors que les préparatifs de notre rapatriement commençaient, j'ai été assigné à l'infirmerie pour aider à trier les fournitures médicales. Le médecin américain, celui qui m'avait soigné le premier jour, supervisait le travail. Il était, comme toujours, efficace et distant. Mais à la fin de la journée, il s'est approché de moi. Il m'a tendu une petite boîte en carton. « Vous avez bien travaillé », a-t-il dit. « Gardez ça. Vous en aurez besoin là où vous allez. » À l'intérieur, il y avait plusieurs flacons de pénicilline, des rouleaux de bandages, de l'iode et une boîte de tablettes pour purifier l'eau. C'était un trésor inestimable dans une Allemagne en ruine. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas de la pitié. C'était un geste de respect, d'un professionnel de la santé à un autre, au-delà des uniformes et des nationalités. Le jour de notre départ, alors que nous montions dans les camions qui allaient nous ramener vers l'Allemagne, j'ai aperçu le sergent qui supervisait l'embarquement. Nos regards se sont croisés. Il a fait un bref hochement de tête, presque imperceptible. Puis il s'est approché. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti quelque chose, l'enveloppant dans sa grande main. Il me l'a tendu sans un mot, presque avec embarras. C'était une paire de chaussettes en laine, épaisses et neuves, et une autre barre de chocolat Hershey's. « Pour la route », a-t-il simplement murmuré en allemand. « Il fera froid. » C'était un geste si simple, si paternel, si profondément humain. Il ne me voyait plus comme une prisonnière,
mais comme une jeune femme qui rentrait chez elle, vers un avenir incertain, et probablement terrible. En m'asseyant dans le camion, serrant les chaussettes chaudes et le chocolat, le barrage s'est rompu. Les larmes que je retenais depuis des mois ont finalement coulé, silencieuses et libératrices. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour la défaite, ni de peur pour l'avenir. C'étaient des larmes de clarté dévastatrice, des larmes de gratitude. J'ai compris à cet instant, avec une certitude absolue qui a balayé toute la confusion et toute la culpabilité, que j'avais survécu non pas malgré l'ennemi, mais grâce à lui. Ils auraient pu nous laisser mourir de faim, de maladie, de froid. Ils auraient pu nous traiter avec la même cruauté que celle que notre régime avait infligée à des millions d'autres. Mais ils ne l'avaient pas fait. Ils avaient choisi la décence. Ils avaient choisi l'humanité. La honte avait changé de camp. Je n'avais plus honte d'avoir été capturé. J'avais honte d'avoir cru aux mensonges. J'avais honte d'avoir haï ces hommes. J'avais honte de la doctrine qui m'avait rendu aveugle. Le pouvoir s'était inversé. Je n'étais plus une victime de la guerre, impuissante et confuse. J'étais devenu une témoin de la vérité. Et cette vérité était simple. La gentillesse était une arme plus puissante que la haine. La miséricorde était la seule véritable victoire. C'était une leçon que j'avais apprise non pas dans les discours de mes chefs, mais dans les gestes silencieux d'un sergent fatigué et d'un médecin distant. Ma main s'est glissée dans ma poche et a touché le plastique lisse de ma brosse à dents. C'était mon talisman, la première pièce du puzzle, la preuve tangible que mon monde avait commencé à changer bien avant que je ne veuille l'admettre. Cet objet, ainsi que les chaussettes et le chocolat, seraient les reliques que je ramènerais à la maison. Pas des souvenirs de guerre, mais des preuves de paix. Des preuves que même au cœur des ténèbres les plus profondes, un homme peut choisir de tendre la main à un autre, non pas comme un ennemi ou un vainqueur, mais simplement comme un être humain. Alors que le camion s'éloignait du camp, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Le sergent était toujours là, une silhouette solide et solitaire qui nous regardait partir. J'ai vu des géises célébrer un peu plus loin, riant et se donnant des accolades. Je n'ai ressenti aucune jalousie, aucune amertume, juste une profonde mélancolie. Ils célébrèrent la fin d'une guerre. Moi, je venais de comprendre le début d'une paix possible. Une paix qui devait être construite non pas sur des traités, mais sur des milliers de petits actes de reconnaissance mutuelle de notre humanité commune. C'était une leçon fragile, mais c'était la seule qui comptait. La véritable prison n'avait jamais été celle entourée de barbelés. La vraie prison était dans ma tête, construite brique par des années de propagande et de peur. Et mon libérateur n'était pas un général victorieux sur un char, mais un sergent anonyme avec des yeux fatigués, un portefeuille usé et une barre de chocolat. Il ne m'avait pas seulement rendu ma liberté physique, il m'avait rendu mon âme. Et pour cela, je lui serais éternellement reconnaissante. Le voyage de retour serait difficile, mais pour la première fois, je savais dans quelle direction je devais marcher, vers la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le voyage de retour vers l'Allemagne fut un lent passage de l'ordre au chaos, une descente dans un purgatoire de ruines. Le camion traversa la frontière, et le paysage changea radicalement. La France, bien que meurtrie, montrait des signes de vie. Des champs à nouveau cultivés, des gens qui réparèrent des toits. Mais l'Allemagne était un cadavre. Des villes entières n'étaient plus que des squelettes de béton noirci, des silhouettes, déchiquetées se découpant sur un ciel de cendres. L'odeur de la poussière froide, de la pourriture et d'un désespoir stagnant flottait dans l'air. Assise à l'arrière du camion, je regardais mes mains, propres et un peu plus remplies qu'à mon arrivée au camp. Je me sentais comme une étrangère, une touriste macabre visitant la tombe de son propre pays. Le contraste entre ma relative bonne santé et la dévastation totale qui m'entourait était une obscénité, une dissonance qui me donnait la nausée. J'étais une survivante, mais je rentrais dans un monde où la survie elle-même semblait être une anomalie. Lorsque le camion s'est finalement arrêté dans les faubourgs de Hambourg, le choc fut encore plus brutal. Ce n'était pas la ville de mes souvenirs, mais un paysage lunaire, un labyrinthe de gravats où des fantômes erraient. Des femmes et des enfants au visage gris et décharné fouillaient les décombres, leurs mouvements lents et apathiques. Ils nous ont regardés descendre, nous les rapatriés, avec des yeux vides où se mêlaient la méfiance et une lueur de jalousie amère. Eux, les civils, avaient subi les bombes et la faim jusqu'au dernier jour. Nous, les prisonnières, revenions avec des joues presque pleines et des vêtements propres. La discipline et la propreté du camp, qui m'avaient tant déconcerté,
m'apparaissait maintenant comme un luxe insensé face à cette misère absolue. J'ai compris que j'avais quitté une prison de barbelés pour entrer dans une prison bien plus vaste, celle de la faim et de la honte collective. J'ai retrouvé ma famille dans la cave de notre immeuble en ruine. Ma mère, quand elle m'a vu, n'a pas pleuré de joie. Elle m'a dévisagé longuement, ses yeux creusés par la malnutrition parcourant mon corps de haut en bas. Puis, d'une voix sèche et cassante, elle a prononcé les mots qui ont creusé un fossé entre nous. « Tu as l'air en forme, pour une prisonnière. » C'était une accusation, pas une observation. Toute tentative d'expliquer la vérité, le traitement correct, la Convention de Genève, la décence inattendue de nos geôliers, était accueillie par un silence glacial ou des remarques acerbes de la part des voisins. « Ils t'ont bien nourri, la petite infirmière », a sifflé une vieille femme. « On se demande bien ce que tu as dû faire en échange. » J'ai appris à me taire. J'ai compris que la vérité que j'avais découverte était un fardeau, une connaissance qui m'isolait de ceux que j'aimais. Ils voulaient entendre des histoires d'horreur pour valider leur propre souffrance, pas des récits d'humanité qui rendaient leur sacrifice encore plus absurde. C'est par les actes, et non par les mots, que j'ai commencé à combler ce fossé. Ma jeune sœur souffrait d'une infection pulmonaire qui la faisait tousser jour et nuit. Le médecin du quartier n'avait plus rien. J'ai sorti la petite boîte que le médecin américain m'avait donnée. Sous le regard suspicieux de ma mère, j'ai préparé une seringue et injecté la première dose de pénicilline. J'ai utilisé le savon américain pour nettoyer les plaies de mon petit frère, les chaussettes en laine du sergent pour réchauffer ses pieds gelés. Ces objets, symboles de la compassion de l'ennemi, sont devenus les outils de survie de ma famille. Ils étaient la preuve tangible que l'humanité n'avait pas de nationalité. En soignant les miens avec les dons de mes anciens geôliers, je suis devenu un pont silencieux entre deux mondes, apportant un fragment de la décence que j'avais reçu dans un lieu où toute décence semblait avoir disparu. Assise dans le froid de notre cave, à la lueur d'une bougie, j'ai regardé ma famille dormir, enfin apaisée. Ma nouvelle vision du monde s'est alors consolidée, non pas comme une idée abstraite, mais comme une certitude gravée dans ma chair. La véritable reconstruction ne serait pas celle des murs, mais celle des esprits. Elle commencerait par le refus du fanatisme et l'acceptation de la simple vérité. Notre ennemi était composé d'hommes, tout comme nous. J'ai sorti de ma poche ma vieille brosse à dents. Elle n'était plus un symbole de dignité personnelle, mais un rappel constant de ma mission. Je serais une témoin. Pas une témoin de la guerre, mais une témoin de ce qui pouvait y survivre. Je ne reconstruirai pas ma vie sur les ruines de l'ancienne idéologie, mais sur les fondations fragiles de la paix et de la compassion, une leçon apprise non pas dans la victoire, mais dans la plus profonde des défaites. Aujourd'hui, des décennies plus tard, je suis une vieille femme assise dans le confort paisible de mon salon. Mes mains sont ridées et mes cheveux sont blancs, mais la mémoire de ces jours reste aussi claire que le verre que je serrais autrefois dans ma poche. Parfois, quand mes petits-enfants sont couchés et que la maison est silencieuse, j'ouvre une petite boîte en bois que je garde sur ma commode. À l'intérieur, reposant sur un morceau de velours décoloré, se trouve ma brosse à dents de 1945. Ses poils en nylon sont jaunis par le temps. Son manche en plastique est devenue fragile. Mais pour moi, cet objet est plus précieux que n'importe quel trésor. Il n'est pas un souvenir de la guerre, mais le symbole de la fin de ma guerre. Il me rappelle le moment précis où j'ai compris que la haine n'était qu'un bruit assourdissant, et que la miséricorde, elle, était un murmure capable de reconstruire un monde. Ce n'est pas l'oubli qui m'a guéri, c'est le souvenir indélébile de cette gentillesse inattendue. L'histoire que je vous ai partagée n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de milliers d'entre nous de chaque côté du front qui avons été forcés de voir l'humanité là où on nous avait ordonné de ne voir que des monstres. Nous avons appris de la manière la plus dure que les vraies victoires ne se mesurent pas en territoire conquis, mais en ponts construits entre les âmes. C'est l'héritage que nous, les survivants, avons le devoir de transmettre, pour que la haine ne trouve plus jamais un terrain aussi fertile. Avant que je ne termine, si mon témoignage vous a touché, j'aimerais beaucoup savoir à quel point. Pourriez-vous prendre un instant pour évaluer ce récit de 1 à 10 dans les commentaires? Savoir que mon histoire a été entendue et ressentie est le plus grand réconfort que je puisse recevoir. Alors je vous laisse avec cette question, celle qui a guidé le reste de ma vie. Qui est le véritable ennemi? L'homme dont l'uniforme est différent du nôtre, ou l'idéologie qui nous, murmure à l'oreille que nous avons le droit de le haïr? Si ces récits oubliés, ces vérités arrachées au silence de l'histoire, sont importants pour vous, alors je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne
pour que d'autres voix comme la mienne puissent être entendues. La mémoire est tout ce qu'il nous reste pour ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Merci infiniment de m'avoir écouté.